Non, mais je pense que la plupart des gens seraient d'accord avec toi, enfin il me semble. Et à vrai dire, moi, ma première réaction, c'est quand j'ai appris la question, je me suis dit, évidemment qu'il n'a pas tué le Tour. Et en fait, en regardant, moi je pense quand même qu'il est en train de le tuer. Alors certes, il y a 2 minutes, alors 2 minutes, c'est... Voilà. Mais peut-être que demain, d'ailleurs, on aura... c'est peut-être la question de demain. Pas de bol, il faudra en trouver une autre si ça se passe comme ça. Mais pourquoi ? Parce qu'effectivement... les faits sont têtus. On a vu 2 fois Pogačar être battu par Vingegaard, mais à chaque fois, c'était dans des conditions qui étaient complètement différentes. C'est-à-dire que Vingegaard, même avec un Pogačar il y a 2 ans qui était en pleine forme, il a besoin d'étapes difficiles avec un col très difficile en montée finale. Et si vous regardez bien ce qui se passe demain, enfin, déjà parlons des Alpes, puisque souvent les Alpes sont plus sélectives que les Pyrénées. Que ce soit la Cuyol, que ce soit Isola 2000, ce ne sont pas des cols très difficiles qui viendront terminer les 2 étapes des Alpes. C'est pas un coureur qui attaque de loin. C'est pas un coureur comme Pogačar qui attaque de loin. Lui, il a besoin d'une course usante, etc. Et finalement, sa meilleure chance, c'est peut-être demain pour Vingegaard. Le problème, tu l'as dit, Vingegaard, il est un petit peu à court de compétition. Donc, effectivement, demain, ça risque d'être un petit peu tôt. Pour moi, Pogačar a pris une option assez déterminante aujourd'hui. On va aller voir Claire Briconne, qui, dans son contrat, ne doit pas être d'accord avec vous, mon cher Patrick. C'est nouveau, ça. Oui, c'est nouveau. C'est un alinéa que vous avez rajouté, ça. Oui, voilà. Non, Claire, évidemment, je vous ouvre évidemment la question. Pour vous, est-ce qu'il a assommé, oui ou non, le Tour? Et que dit la caravane du Tour après cette étape et cette victoire magistrale de Pogačar? Que assommer, c'est peut-être un peu fort, en effet, pour le moment, mais qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ascendant psychologique qu'on soulève depuis des jours a changé de camp à nouveau peut-être, et maintenant du côté de Tadej Pogačar. Je ne sais pas, il y a plusieurs arguments à essayer de suivre, en tout cas de ce côté-là. Peut-être les premiers mots de Vingegaard à ce propos. En fait, Vingegaard, il dit tout simplement, il était le plus fort, Pogačar, aujourd'hui, et tout l'entourage de son équipe le dit également, hein, les directeurs sportifs l'ont dit aussi, le manager aussi. Donc voilà, ça déjà c'est un premier constat. Pogačar était beaucoup plus fort aujourd'hui que Jonas Vingegaard, donc on va voir par rapport à la suite aussi. Et puis il y a ce jeu d'équipe aussi entre UAE et la Visma Lease the Bike aussi. Par exemple, autour des questions qui ont tourné adressées à Jonas Vingegaard, il y en avait beaucoup qui traînaient et qui tournaient autour des équipes. Et lui, il disait mais je suis content de mon équipe. Bien sûr, Pogačar a une super grosse équipe, mais moi je suis content de mon équipe aussi. Mais que la question revienne tout le temps, ça veut bien dire qu'on voit une petite supériorité, en tout cas du côté de l'équipe UAE. Patrick, est-ce une victoire planifiée? Alors, je vous lance ainsi parce qu'on va revoir, et vous voulez revoir une séquence dans cette étape. Alors, on est avant l'attaque finale de Pogačar, avant l'attaque d'Adam Yates. On les voit là, ils sont dans le plat d'Adé, ils sont en train de discuter. Pourquoi vous voulez avoir cette petite image? Ça dépend, contractuellement, je dois contredire ce que vient de dire. Non, ça va. Alors on peut revoir effectivement les images. Non mais c'est pas par rapport à Claire, c'est par rapport à ce que disent les coureurs. Ils disent souvent le contraire de ce qu'ils font. Effectivement, Pogačar avait dit qu'il n'attaquerait pas. Et on voit, là, vous avez vu sur cette image précédente, ça parle entre justement Pogačar et Adam Yates. C'est juste après Adam Yates, il attaque. Alors, voilà, on est effectivement là à un moment clé dans cette étape. Et l'un et l'autre, après l'arrivée, on dit bah non, c'était pas prévu, c'était improvisé. Et d'ailleurs, même à la limite, Adam Yates a dit ah quand même, j'étais surpris qu'il attaque derrière moi. Alors qu'il faut arrêter de nous raconter des salades. On l'a vu se retourner en permanence dès qu'il a attaqué, se demandant mais à quel moment, enfin, finalement, Pogačar va revenir sur moi. Donc, la ficelle est un peu grosse, quoi. La ficelle est quand même. C'était le couple du jour, en tout cas sur le Tour, puisqu'ils ont été interviewés avant la course. Pogačar et Yates en doublon. Le journaliste se pose la question, qu'est-ce que vous voulez que Adam fasse aujourd'hui? Question adressée à Pogačar. Adam remporte l'étape et moi je reprends du temps en général. Le journaliste, c'est quoi la tactique du jour? Réponse de Yates, j'espère juste qu'on aura de bonnes jambes et qu'on pourra aller chercher quelque chose. Ça vous gonfle un peu tous ces petits trucs là, les conférences de presse où les coureurs mentent, parce qu'avant ils mentaient pas, donc vous tombez de l'arbre. Récemment, j'avais l'impression que c'était surtout leur directeur sportif qui racontait des salades. Là maintenant, c'est les coureurs qui s'en chargent. Voilà, c'est un petit peu le. Mais c'est du bluff ou c'est. J'ai l'impression qu'on a plus. Alors Claire l'a dit, et à fort juste titre. Il y a une guerre psychologique qui est peut-être plus intense cette année dans les premières étapes du Tour que les années précédentes entre ces deux-là. Donc ça peut s'expliquer effectivement
on essaye un peu de noyer le poisson. Ok. Claire, sur les routes du Tour, là, quand vous êtes évidemment face aux coureurs, vous avez parfois l'impression de vous faire balader, de vous faire un peu manipuler ou d'être utilisé pour cette fameuse guerre psychologique ou pas du tout? Alors, je comprends complètement les propos de Patrick, mais je vais quand même les nuancer parce que, en fait, je me mets un peu à leur place. Alors, pardon, mais c'est vrai que du coup, je me dis, si je savais, par exemple, quelle était exactement la tactique, est-ce que j'aurais intérêt à ce que le monde entier, finalement, le sache avant la course? C'est vrai qu'on en est là aussi, hein, finalement. C'est que, est-ce que ça va pas desservir le coureur, desservir l'équipe, etc. Donc, c'est vraiment des sacrées réflexions quand même. Et puis, moi, j'ai pas forcément l'impression qu'ils mentent en général. Alors, bien sûr, ils peuvent botter en touche, ça, ils le font régulièrement. Mais de là à mentir vraiment, en tout cas, j'ai jamais eu vraiment ce sentiment. Et puis, je vais aller au-delà de ça, puisqu'il faut contredire Patrick. C'est que moi, j'ai vraiment le sentiment que les coureurs peuvent aussi donner à la caméra. Alors là, je vais pas parler de tactique, mais je pense à Brian Cocard. Hier, notamment, alors ça fait quand même partie de la tactique, mais c'était plutôt en débrief de l'étape où il disait sa déception sans cacher, sans phare, en fait, hein, vraiment, sans rien cacher du tout. Il disait qu'il était déçu du choix de Cofidis d'avoir mis finalement 2 sprinters au lieu d'un, donc lui seulement. Donc voilà, il y a quand même des fois où il y a vraiment des grosses livraisons, on se livre devant la caméra, ça reste encore faisable. Claire, moi, évidemment, je suis un petit peu plus âgé de quelques mois de vous, mais moi, je me souviens, dans ma jeunesse, je voyais Bernard Hinault, avant les courses, il disait, aujourd'hui, je prends le maillot. Il prenait le maillot, le blaireau. Alors maintenant, c'est révolu tout ça, là. Non, Là, mais c'est une période qui n'existe plus. Je nuance le propos. Il y a ce qui est dit avant l'étape Ouais. et il y a ce qui est dit après l'étape. Autant avant l'étape, on ne va pas raconter exactement comment on va gagner, comment on veut gagner et surprendre ses adversaires, c'est évident. En revanche, après coup, c'est là que je trouve que le contexte est un petit peu bizarre, c'est que, et ça fait plusieurs jours que ça dure, c'est qu'on sent, surtout, je le sentais de Pogačar auparavant, mais même de toute son équipe, j'ai l'impression que, voilà, on ne veut pas donner le change et qu'on répond à des consignes d'équipe qui sont extrêmement strictes, en tout cas beaucoup plus que les années précédentes. Tu parles de quoi là? Des déclarations ou de la tactique de course? La prudence. Non, je parle des déclarations. La tactique, elle a changé. On pas un peu beaucoup d'importance à ces déclarations. Alors, tu as raison, mais c'est lié. C'est une espèce de mind game, c'est pas... Enfin, moi, je trouve que ce qui est le plus intéressant, là, aujourd'hui, dans ce qui s'est passé, c'est la séquence que tu as montrée, avec cette espèce de première envolée de Yates, et puis qui ouvre la voie, en fait, derrière à Pogačar. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant à analyser. Après, mais là aussi, il y a un changement, Dave. Il y a un changement, c'est que Pogačar ne court plus comme il courait avant. C'est vraiment flagrant. C'est-à-dire C'est-à-dire que on retrouve des courses très compactes, un peu comme le faisaient les Sky avant. Ah oui. Je ne veux pas remonter au-delà, mais dans ces années-là, effectivement, où on attaque très tard. Rappelle-toi, au Galibier, il attaque à 800 mètres du sommet du Galibier avant de basculer sur Valloire. Là, son équipier attaque très tôt et lui, c'est à 4 km que ça se décante. Oui, mais quand il attaque à 30 bornes, vous le lui avez reproché. Justement. Non, mais lui-même en tient compte, justement. Ah oui. C'est qu'il fait autrement parce qu'il se rend compte que Vingegaard, certes, pour l'instant, est moins fort que lui, mais que pour le battre, il faut quand même se méfier et il faudra qu'il tienne compte d'un certain nombre d'enseignements. Il faut qu'il tienne compte de ses points forts. C'est quoi ses points forts? Il est particulièrement explosif, on l'a revu sur son attaque aujourd'hui, c'est foudroyant. Ouais. Il a une équipe qui est plus forte, c'est factuel, que l'équipe Visma, alors que les 2 dernières années, c'était exactement le contraire. Il sait aussi que finalement, dans ce Tour de France, lui va probablement décliner parce qu'il a fait le Tour d'Italie avant, ça a été rappelé, et que en revanche, son adversaire a moins de jours de course, donc aura plus de fraîcheur sur la fin. S'il tient compte de tout ça, et j'ajouterai un point essentiel aussi, c'est qu'il faudra éviter d'être isolé avec son principal adversaire. Parce que là, on sait que s'ils sont tous les deux là, ensemble, assez loin de l'arrivée, ça risque de se retourner contre eux. La dernière fois qu'on s'était vu réellement là, sur le plateau, c'était l'étape du Lioran. Il y avait Bertrand Latour et Bertrand disait Pogačar, il attaque en dépit du bon sens. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il a retenu ses leçons et maintenant, là, il se comporte, on va dire, comme un patron. À mon avis, il a écouté Bertrand Latour. Ah oui. Ah bah oui. J'accule un peu le boulard, là, ça va être... C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Je suis pas d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Il n'a pas écouté Bertrand Latour? Non, je pense que non plus. Mais oui, non, Claire, on vous écoute. Non, mais parce qu'il y a plusieurs jours, on se demandait même si...
Pardon, mais il y a plusieurs jours, on se demandait s'il devait courir défensif, Pogacar. Il n'a pas couru défensif aujourd'hui, quoi. Défensif, c'est resté dans la roue de Jonas Vingegaard, et c'est pas du tout ce qu'il a fait, puisqu'il a osé l'attaquer, en fait. Si Vingegaard était rentré, s'il l'avait à nouveau battu sur la ligne, on aurait dit que c'était un très mauvais choix de la part de Pogacar, en fait. Vous avez rencontré Remco Evenepoel. Il y croit à la deuxième place encore qu'il a perdu aujourd'hui, ou voilà, ou je vais faire une Patrick Chassé. Peut-être que le podium est joué maintenant. On connaît l'ordre, Claire. Et ben voilà, vous plaignez des déclarations des coureurs. Celle-ci, elle était au moins très très claire au micro de Charles-Antoine Nora tout à l'heure. Il a dit en fait tout simplement Pogacar est intouchable. C'est pas le cas de Vingegaard. Voilà. Donc ça au moins c'est très clair. Ça veut dire qu'il pense pouvoir aller chercher Vingegaard et pas Pogacar. Oh, j'ai vu une stat qui va nous faire parler, mes amis. Pogacar a battu un record, un vieux record sur la montée du Pla d'Adet, celle de Lance Armstrong. Montée du Pla d'Adet, aujourd'hui il a mis 25 minutes et 5 secondes, soit 1 minute 58 de moins que Lance Armstrong. Qui était en petite forme peut-être ce jour-là. Il prenait le maillot. Hein. Il avait doublé Jalabert, Jalabert qui était en tête. Je crois qu'il avait même pris un rhume, Jaja. Il paraît que tellement il était passé vite. C'est quoi la question? Non, C'est juste un constat comme ça, sans fiel. C'était en quelle année? 2001. 2001. Donc il y a un quart de siècle, quoi, pratiquement. Ouais, Enfin, voilà. il y a 23 ans. Le matériel était meilleur. Alors, Donc, moi, je pense qu'il y a matière à effectivement parfois se poser des questions. Ouais. On l'avait fait sur ce plateau, je me souviens l'année dernière vis-à-vis de Vingegaard, qui avait mis, je ne sais plus combien, 5-6 secondes de kilomètre à Pogacar sur un contre-la-montre. Là, c'était quand même assez... c'était du jamais vu. Et là, on pouvait remonter 50 ans avant. Là, on remonte 20 ans pour voir un col. Un col, c'est toujours compliqué de faire. Alors, il y a les mesures de puissance. Je ne rentre même pas là-dedans. Parce que je ne les ai pas. Et pour l'instant, on ne les a pas. On a juste, factuellement, effectivement, un temps. Il met 2 minutes à Armstrong. Mais c'était il y a 23 ans. Imaginez un petit peu si on avait dit « Ah, quand même, Bernard Hinault, il a mis à Fausto Coppi ou même à Jacques Anquetil, il a mis... ça aurait surpris personne, le matériel avait complètement changé. Donc, il n'y a pas que le matériel, d'ailleurs, on le sait bien. le revêtement. Le revêtement des routes, c'était valable. En tout cas, effectivement, quand on parle effectivement des années anciennes. Ça fait 2 minutes entre ça. Entre le revêtement entre 2001 et 2024, je ne suis pas sûr que ça ait réellement évolué. Mais oui, il y a eu effectivement des évolutions. Et dites-moi, il y a quand même pas mal de monde. Comme Pogacar se dope pas et Claude se dopait aussi. Dans la fourchette de 2 minutes, il y a quand même pas mal de monde aujourd'hui. Donc ça veut dire que tous ces gens-là, en fait, sont toxiques, si je suis votre raisonnement. Enfin, c'est pas tout à fait ce que vous avez dit, mais c'est ce que vous laissez tous entendre. Non, mais c'est toujours. On est toujours. C'est du cyclisme, vous le savez. On est toujours un peu suspicieux avec votre sport. Ça, je sais que ça vous agace. Non, ça m'agace pas du tout. Ça m'agace pas parce que je pense qu'effectivement, le vélo a cette sagesse, c'est d'être toujours très vigilant par rapport à tout ça, et lui-même d'en parler beaucoup. Ce qui m'agacerait plus, c'est qu'on n'en parle pas autant dans d'autres sports. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, mais je pense quand même que autant il faut être vigilant et que le soupçon peut être effectivement bénéfique. Mais là, sur cette ascension, par rapport à Armstrong, est-ce que vous savez, Armstrong, cette étape, quand elle intervenait, ils étaient quand même en fin de tour. Là, on est plutôt en début. Bref, il y a des paramètres, la météo, le vent, tout ça. 2 minutes, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose? Non. 2 minutes à Armstrong qui marchait à l'EPO. Je trouve juste, vous nous avez expliqué les trucs. Et puis voilà. 2 minutes sur une ascension comme Pla d'Adet, je persiste, c'est pas forcément énorme. À 20 ans, on va plus de 20 ans de différence.